Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 26 septembre. Au sommaire aujourd'hui, on donne notamment la parole au Centre culturel des musulmans du district de Nyon. Il y a 2 semaines, le Maroc était touché par un violent séisme dans la région. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour récolter des biens de nécessité et aller les distribuer sur place en personne. Houssine Bouglas, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez justement nous raconter ce voyage d'ici quelques instants. Ensuite, on ouvrira une page consacrée aux vendanges. Vous le savez, elles ont débuté dans la région et tradition chez nous. Et puis on donne justement la parole à la fête de la vigne qui revient avec un tout nouveau comité en vos personnes. Isabelle Guinet, bonjour. Timothée Guillot, bonjour. On est ravis de vous avoir santé. On va trinquer. À tout de suite. Et puis on terminera en sport avec la nouvelle saison du Volleyball Club de la Côte. Éric Payot, bonjour. En 2 mots, cette nouvelle saison, comment est-ce qu'elle s'annonce? Magnifique. Ça sera quoi? Du plaisir et du jeu? À tout de suite pour cette passe de balle. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les vignes, Andrea, bien sûr, les vendanges. Alors tu sais, elles ont débuté sur la côte la semaine passée pour certains vignerons, certaines vigneronnes, mais c'est vraiment cette semaine que tout le monde s'y met. D'ailleurs, la route qui menait jusqu'à Benien, là où je me trouve, au domaine Le Satyre, donc de Noémie Graff, qui est juste ici, qui est avec moi. Voilà, bonjour Noémie. On va parler avec vous de ces vendanges. Justement, Andrea, je suis passé et alors j'en ai vu des tracteurs, des vendangeurs, même des panneaux avec marqué attention vendange. Donc, ce qui marque que sur la côte toute la semaine, c'est vraiment ça qui fait battre le cœur de notre région. Et alors, tu le vois, la spécificité chez Noémie Graff. Alors, les vendangeurs, ils sont là-bas, on ira les voir après. Mais je voulais juste te montrer ça. Parce que ce qu'on voit ici, regarde, toutes ces vignes qui poussent au milieu, justement, d'arbres fruitiers, de légumes et même d'arbres. Ici, un jeune tilleul qui a été planté. Pourquoi? Cette technique, ça s'appelle la vitiforesterie. Le but, lutter contre le réchauffement climatique, améliorer la biodiversité. On va parler de tout ça avec Noémie juste après. Waouh, c'est beau, ça donne envie. Alexandre, vitiforesterie, tu t'es entraîné combien de fois à le dire? Tu me diras ça plus tard parce que ça sent un petit peu l'entraînement là. Pas facile. Ça sent l'entraînement. Noémie, elle m'a repris plusieurs fois déjà, mais j'y suis. Vitiforesterie, c'est bon. À tout de suite, Alexandre. Merci beaucoup. Je vous le disais en introduction, on va donner la parole au Centre culturel des musulmans du district de Nyon avec vous, Houssine. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous avoir. Vous allez nous raconter ce voyage. Vous êtes parti notamment avec un camion jusqu'au Maroc. Vous en êtes revenu il y a quelques jours. Alors, sur place, vous avez notamment fait quelques images qu'on va voir juste ici à l'écran. J'aimerais savoir déjà, Houssine, comment ça s'est passé ce voyage pour vous? Alors, c'est un voyage émouvant, bien sûr. Donc, très compliqué, très dur, étant donné que les circonstances du voyage, donc on est parti en 2 convois, donc il y a une partie qui est partie, donc qui a pris la route la semaine dernière, donc, et une deuxième équipe qui est partie en avion. Donc on s'est retrouvés dimanche soir sur place. Donc on a pu se réunir dimanche soir et lundi matin on était déjà en fait sur le terrain et pour qu'on puisse atteindre en fait notre objectif et aller vraiment dans les endroits où on avait décidé d'y aller. C'est surtout les endroits qui sont les plus reculés, où il y a encore les routes qui sont coupées. Et donc la mission, il était accomplie parce qu'on a réussi à atteindre notre objectif. Alors justement, on va refaire ce parcours en votre compagnie, mais j'aimerais revoir justement ces images que vous nous avez envoyées, où vous étiez sur place au Maroc. Arrivé ce matin donc à Chichaoua. C'est un petit village à 30 km de Chichaoua. Donc c'est une grande ville, c'est une région qui était très sinistrée, où il y a eu 1 ou 2 villages qui ont été complètement rasés de la carte. Donc là, comme vous voyez ici, malheureusement, donc c'est complètement détruit. Il y a 4 familles qui habitent en fait ici. Donc ils sont à peu près 17 personnes. Et les 17 personnes, maintenant, malheureusement, ils se partagent donc une petite tente qui est juste derrière moi. Nous sommes arrivés dans un village qui s'appelle Tokhrebin. Je vous promets, mes frères, que c'est triste parce que tout est écroulé, donc toutes les maisons sont tombées. Il y a plus de 26 familles, il y a plus de 150 personnes. Ils sont tous dehors, ils sont tous à l'extérieur, comme vous voyez là. C'est vraiment, tout est en ruine. Ces gens-là, ils sont dehors, ils sont à l'extérieur parce qu'ils n'ont plus de maison. Alhamdoulilah, ils ont tout reçu au niveau de la nourriture, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi boire, mais ils n'ont pas de toit. Donc aujourd'hui, leurs besoins, c'est des tentes, leurs besoins, c'est le sanitaire, ils ont besoin des toilettes, ils ont besoin de douches pour qu'ils puissent en fait faire aussi leurs besoins. Donc j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Mais en tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur de voir toute cette population-là unie, parce qu'on a rencontré des gens dans un centre d'accueil, mais tous ensemble, mais ils ont le sourire.
Ossine Bouglas, vous êtes parti avec le Centre culturel des musulmans du district de Nyon. Qui est parti avec vous exactement? Alors, donc, ce sont des membres. Donc, effectivement, le centre culturel s'est mobilisé tout de suite, en fait, le lendemain de la catastrophe. On a pu, on va dire, réunir toutes nos forces et il y a toute la communauté, que ce soit musulmane ou pas, qui s'est mobilisée autour de nous. Donc, on a eu la chance d'avoir beaucoup de monde, que ce soit des Marocains, que ce soit aussi des Algériens, des Tunisiens, des Suisses, vraiment de tout horizon qui nous ont vraiment aidés. Donc, on a pu mobiliser beaucoup de moyens, on a réuni beaucoup d'affaires, beaucoup de matériel qu'on a tout de suite acheminé. On a aussi récolté plus de 20 000 francs donc, au bout d'une semaine. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est tout de suite déplacé autant que centre, parce que donc on a vraiment envie que cette aide arrive directement en fait sur place. Et on a dû maîtriser, on va dire, la chaîne de A à Z. Tout faire, on comprend. Vous étiez surpris de la mobilisation et finalement du soutien qui a été amené ici depuis la Suisse? Alors, très surpris parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, donc on pensait que ça va être quelques Marocains qui vont vouloir aider leurs compatriotes. Mais heureusement, voilà, c'était plus fort que ça et finalement, il y a tout le monde qui s'est mobilisé parce que le centre culturel, voilà, on représente toute la communauté, bien sûr, de la région, que ce soit la région de Gland, Nyon. Et grâce à ça, on a dû avoir aussi d'autres personnes qui sont venues aussi de Neuchâtel, de Fribourg, du Valais. Et on a dû stocker beaucoup de matériel aujourd'hui. On ne sait encore pas quoi faire avec parce qu'il y a des choses qu'on va encore ramener aujourd'hui. Il y a des choses peut-être qui ne seront pas utiles tout de suite, mais on va les envoyer plus tard. Prangin qui s'est aussi mobilisé et que j'aimerais ici soulever. Si je vous pose la question aussi du fait de si vous étiez surpris, c'est parce que, on le sait malheureusement, il y a toujours beaucoup de préjugés, notamment envers les musulmans. Est-ce que ça, vous l'aviez ressenti? C'était dans vos craintes que finalement, parce qu'il y a des musulmans, vous n'ayez pas ce soutien, très franchement? Alors, pas du tout, parce que donc, notre centre, donc, nous, on n'est pas sectaire, on n'est pas communautaire. Donc, nous, on représente les musulmans de la région de Nyon, mais le centre culturel des musulmans de la région de Nyon, on fait beaucoup d'actions au-delà de la religion. C'est-à-dire c'est un centre qui est très actif. On a, donc, avec la crise Covid, on a dû organiser beaucoup de colis qu'on a distribués aussi aux personnes démunies. Donc, la crise aussi qu'il y a eu, donc, le sinistre de la Turquie et la Syrie, on a dû aussi mobiliser donc, des équipes pour qu'on puisse récolter aussi de l'argent à envoyer aux sinistrés. Donc là, on est en train aussi de faire beaucoup, que ce soit pour le Maroc et aussi pour la Libye, à cause aussi de ce qui se passe en Libye. C'est juste la différence actuellement entre le Maroc et la Libye, c'est que le Maroc, on arrive à maîtriser en fait cette chaîne, et la Libye, malheureusement, politiquement, c'est compliqué. On ne peut pas aller sur place, on ne peut pas envoyer du matériel qu'on a récolté. Donc là, on se limite à récolter aussi des fonds et on se met en partenariat avec des ONG qui sont actifs sur place, et on envoie aussi des fonds en parallèle aussi de ce qu'on fait pour le Maroc. Politiquement aussi au Maroc, il y a tout un contexte sur lequel j'aimerais revenir, notamment par rapport à ces villages que vous avez choisis. Vous les avez choisis spécifiquement parce que c'est des villages aujourd'hui qui sont un petit peu abandonnés politiquement, justement, où il n'y a pas eu de soutien qui a été amené. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces villages aussi ? Alors, ce qui est triste, c'est que ces villages-là, ils sont tristement pauvres déjà. Il y a beaucoup de pauvreté, on le sent, et ça, voilà, c'est des villages qui sont touchés. On ne va pas dire qu'ils sont abandonnés parce qu'on a vu un élan de solidarité déjà sur place. Donc, heureusement d'ailleurs, les Marocains eux-mêmes, ils sont vite mobilisés, se déplacer sur place. Ils ont touché... C'est les citoyens eux-mêmes qui se sont mobilisés. Les citoyens. Je crois que l'armée a pris beaucoup de temps, notamment à arriver. Ce n'étaient pas les directives qu'il y avait. Alors l'armée donc a essayé de faire en sorte en fait d'arriver pour sauver, on va dire, les sinistrés, c'est-à-dire les vies humaines. Donc on voyait quelques équipes sur place pour sauver, on va dire, les humains, mais en termes de tout ce qui est aide matérielle, que ce soit de la nourriture, que ce soit des habits et tout ça, c'est vraiment, on était très surpris des citoyens eux-mêmes qui ont dû faire vraiment le tout et le possible pour amener tout ça en fait sur place. Donc nous, quand on est arrivé sur place, donc il y a déjà beaucoup de villages qui ont plus ces besoins-là, donc ça veut dire les besoins, on va dire, vitaux. Donc c'est pour ça, donc, quand on arrive depuis ici, on a envie d'aller voir ceux qui ont pas été encore servis. Donc c'est pour ça qu'il y a eu tout un travail, c'est-à-dire on avait des journées, on planifie, on va dire, les visites, donc c'est-à-dire on va aller sur place sans le convoi pour qu'on puisse aller vraiment chercher ces gens-là qui sont encore dans ce besoin-là. Et c'est pour ça que le travail a été très compliqué parce qu'on n'a pas juste déposé le matériel sur le premier village qui arrive, donc c'est-à-dire on
est allé beaucoup plus loin que ça, mais on s'est rendu compte que finalement, grâce à la solidarité, on va dire, du monde entier, ça veut dire toutes les personnes qui ont aidé de près ou de loin, bah, les gens, ils ont déjà ce besoin vital qui est atteint, mais maintenant on se rend compte que le plus dur, le plus compliqué reste à venir, c'est vraiment la reconstruction et surtout aussi tout ce qui est toit, tout ce qui est, on va dire, sanitaire. Les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui sont détruites. Ça aussi, notamment par rapport aux enfants, on sait que ça pose de gros soucis parce que vous nous disiez tout à l'heure que c'est des régions qui sont extrêmement pauvres, avec beaucoup d'orphelins aussi dans la région. Il y a tous des soucis au niveau social aujourd'hui qui se posent. Comment vous voyez justement aujourd'hui l'avenir avec l'hiver qui arrive notamment aussi du côté du Maroc? Alors l'État, il y a quand même donc l'État est en train de mettre en place beaucoup de choses. Donc c'est vrai que c'est lent, c'est pas très immédiat. Ils sont en train de mettre en place beaucoup de choses. Donc typiquement, donc tous les enfants de ces villages-là qui sont sinistrés, donc ils ont organisé quand même des transferts vers les grandes villes, donc typiquement à Marrakech et Agadir, donc pour que ces enfants soient quand même, soient accompagnés pour continuer, on va dire, faire leur rentrée scolaire, parce que la rentrée scolaire c'était une semaine et juste après il y a le séisme, donc du coup ces enfants-là ils ont arrêté. Donc l'État il est en train d'organiser cela pour les enfants. Ils sont en train de mettre en place un plan de reconstruction. Mais tout ça, ça prend du temps. Donc là, dans un mois, dans 2 mois, l'hiver arrive. Donc on espère qu'il ne va pas pleuvoir, parce que là, s'il pleut, ça va être encore une catastrophe sur catastrophe. Mais ce que ces gens-là, ils ont besoin en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est tente pour qu'ils puissent déjà rentrer, avoir un toit et avoir un sanitaire. Mais après, il y a des choses qui vont se mettre en place avec le gouvernement, bien sûr. Et aussi, vous nous avez dit que c'était un voyage émotionnel et ça se comprend, vous êtes vous-même marocain. Pourquoi c'était important pour vous justement d'aller sur place et de remettre finalement tous ces biens de première nécessité en main propre? Pourquoi c'était important pour vous de vous investir personnellement? Alors, c'est très important parce que moi-même, donc, je suis marocain, c'est mes compatriotes. Donc, nous, on vit dans un luxe aujourd'hui. Donc, j'ai mes parents qui habitent à Marrakech. Donc, moi-même, donc, je vois heureusement, Marrakech n'est pas touché, mais je vois l'émotion que ça fait même au centre de Marrakech. Mais quand j'ai vu les images à 30, 40, 50 km de Marrakech, donc, ça veut dire que je vois vraiment les gens, ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes. Bah pour moi, la seule solution, il faut y aller, il faut aider, il faut faire quelque chose. Donc on ne peut pas rester avec notre confort comme ça, comme c'est de réalité. Donc le Maroc, parce que je connais, mais j'avais fait la même chose pour la Turquie, pour la Syrie, pour aussi d'autres pays. C'est juste quand on connaît, bah c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de faire des actions. Et c'est pour ça qu'on a dû maîtriser cela, parce que les actions, ils ont été faites de A à Z, donc avec le centre CCCMN, parce que donc, vu que je suis marocain, le centre a pu faire confiance à cette équipe-là. Et donc du coup, ça s'est très 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 bien passé. Et en ce moment même, on est en train d'organiser un deuxième convoi. Ouais, j'allais vous poser la question justement. Vous disiez qu'il y avait encore beaucoup de matériel qui est en vos mains. C'est quoi la suite et qu'est-ce qu'on peut encore faire s'il y a quelque chose à faire pour vous aider, peut-être rejoindre aussi votre centre? Alors la suite, c'est qu'en ce moment, donc, on a une liste, donc, bien sûr, qu'on a mise sur notre site internet, sur l'application qu'on vous a transmis aussi. Donc cette liste, aujourd'hui, il y a des choses spéciales qu'on peut encore ramener. On sent qu'il y a un besoin sur place. Mais le gros besoin aujourd'hui, c'est vraiment le sanitaire, c'est les tentes, c'est avoir des abris et surtout aussi la reconstruction de certaines écoles qui sont urgentes aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a plus besoin de fonds pour qu'on puisse agir sur place efficacement et rapidement. Votre prochain voyage est prévu pour quand? Alors le prochain voyage est prévu pour vendredi. Donc là, on est en train de récolter donc, tout le matériel nécessaire. Donc on a mobilisé aussi une autre équipe pour récolter des affaires cette semaine-là. Et Dieu merci aussi grâce à un agriculteur qui nous a mis à disposition un local et un dépôt juste ici à Gland, à la Linière. Donc on cherche aujourd'hui un grand dépôt. C'est les communes aussi, que ce soit la commune de Nyon ou de Gland, peuvent nous aider aussi, nous mettre à disposition un local pendant quelques mois, parce que donc là, on va encore récolter beaucoup de matériel qu'on peut acheminer donc, au fur et à mesure de temps. Houssine Bouglas, merci beaucoup pour ce témoignage et bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Bonne journée à vous, à très bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Vigneron, justement, on en parle avec toi, Alexandre, tu es au domaine de la satire. Fais-nous donc part de ces vendanges qui ont débuté. Oui, au domaine Le Satire, Andrea, mais avec la vigneronne. Noémie Graff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, puis surtout de nous accueillir ici, dans votre domaine. Alors regarde,
Tu vois, Andrea, ça s'active derrière moi, ça coupe le raisin. Il n'y a plus beaucoup de raisins déjà à couper pour en tout cas cette parcelle. Ici d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ramassait là, Noémie? Ici, c'est la première parcelle de gamay qu'on récolte. D'accord, on On a récolte fini le pinot. le gamay, on a fini le pinot. Il y a quoi d'autre au domaine Le Satyre? C'est un domaine un peu spécial pour la région parce qu'il se consacre presque exclusivement au vin rouge. Majoritairement le D'accord. pinot noir et le gamay, mais aussi des spécialités lémaniques, comme Ouais. peut être la mondeuse, ou alors des cépages helvétiques, par exemple le carmi noir, le gamaret, le gara noir. On est très ancré dans notre terroir. C'est combien d'hectares ici à Benien? Sur les 12 vignerons que nous sommes, j'ai Non, jamais mais fait pour le calcul. vous. Mais pour moi, c'est une dizaine d'hectares. Une dizaine d'hectares, d'accord. Alors voilà, ça y est, les vendanges battent leur plein. On voit des gens qui s'activent autour de nous. C'est combien de vendangeurs que vous accueillez durant toute la semaine? Alors sur toute la semaine, on est 15 en vigne, Oui. 4 en cave, plus toute l'équipe qui nous nourrit, parce Ah oui. qu'on a faim. Ouais, ça fait pas mal. Effectivement. Ça Je vais représente tabler. ça représente quoi comme période, on va dire, les vendanges pour vous? Une fois, je discutais avec un ami musicien, je disais qu'avant les vendanges, on avait le stress pré-concert. Ouais. Et c'est un petit peu comme le concert. On a cette excitation, cette apothéose, hein, c'est le moment le plus important pour nous dans l'année, de récolter le fruit de notre travail et le plaisir de se retrouver à ces tablés dont je parlais. Pour Moi, je les connais, mais mes Oui. vendangeurs peuvent découvrir les vins qu'ils ont vendangés l'année précédente. Ah, bah Il y a oui. toujours une petite curiosité là. Ah, donc il y a ça. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé ici, vous m'avez dit, on se croirait à Noël. C'est Pour nous, c'est Noël Noël. pour les vignerons. C'est un petit peu tout ça. Ouais. C'est Noël, c'est Pâques, c'est Nouvel An. Bon. Nouvel An en fin de vendange quand on est fatigué. D'accord. Bon, alors, on va se rapprocher un petit peu d'eux. Voilà, venez avec moi. Alors, parlons un petit peu de cette année, enfin cet été plutôt. Comment ça s'est passé pour le raisin? Il a fait chaud, il a fait même très très chaud. Quelles conséquences pour la vigne et du coup pour la cuvée 2023? Bon, en général, le raisin aime avoir chaud parce que ça lui permet d'éviter les maladies. Il est comme nous, sujet aux grippes saisonnières. Oui. Par contre, en termes de travail, et il n'y a pas de miracle, c'est extrêmement fatigant. Hein, Ouais. les journées par canicule, on souffre, mais on sait que ça va profiter au raisin. Ouais. Évidemment, ce réchauffement climatique nécessite quelques accommodements dans notre façon de travailler. Oui. On commence des fois nos journées plus tôt. Après-midi, on s'arrange pour être en cave. Et puis après, on va aussi travailler différemment, que ce soit plus ou moins de grappes, plus ou moins de feuilles, ou comme on l'a vu tout à l'heure, en essayant d'incorporer des arbres Oui. dans nos vignes. Justement, j'allais y venir et j'allais vous poser cette question. Bah, c'est une nouvelle manière de travailler aussi. Alors, c'est pas nouveau, c'est une technique ancestrale, hein, la vitiforesterie. Mhm. Voilà, je l'ai dit juste. Qu'est-ce que ça permet justement? Pourquoi vous avez décidé de pratiquer cette technique-là? Oh, alors c'est vrai que c'est ancestral et pas du tout anecdotique. Hein. Moi, j'aime bien donner l'exemple de dire que le vignoble d'Argenteuil, à côté de Paris au 19e, on plantait ensemble les vignes, c'est le figuier et les asperges comme Ouais. forme de vitiforesterie. C'était 3000 hectares à l'époque. Et c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu, notamment dans le cadre du réchauffement climatique ou l'envie d'avoir de plus en plus de vignes. Mais maintenant que la situation a un petit peu changé, ou peut-être on produit moins mais mieux, on a besoin de réfléchir à une nouvelle forme de pratique. Et la vitiforesterie, c'est beau, c'est déjà un Ouais. grand plaisir. Mais c'est vrai que ça va nous changer notre régime de climat sur l'ombre, sur la ventilation. Ça va C'est-à-dire que aider, les arbres qui vont pousser, les tilleuls qu'on a vus là-bas, bah, en fait, ils vont pousser puis ils vont faire de l'ombre à la vigne. Ils vont faire de l'ombre, ils vont changer le régime des vents, ils vont aussi collaborer à la transpiration de la vigne, à l'évapotranspiration, ce qui va atténuer les variations extrêmes de température. Oui, Puis bon, bah, un arbre, hein, on le sait, c'est comme la capture de CO2, de la libération d'oxygène. oui. Tout ce qu'on cherche en ce moment. Ah bah oui, effectivement, pour faire face du coup à ces étés très chauds. Bah voilà, justement, alors Andrea, tu vois derrière moi, ça s'est un petit peu arrêté là. Ils attendent de manger parce que là, ça y est, ils ont fini là, ils ont ramassé tout le raisin. On va justement aller Il les faut dire voir. qu'ils sont trop efficaces. Oui, voilà, ils sont trop efficaces ici, paraît-il. Alors, on va leur poser une question. Je crois que vous. Alors, où est Anna? Toi qui viens depuis si longtemps au domaine. Anna. Bonjour Anna. La vendangeuse la plus compétente de l'équipe. Ah, la vendangeuse. Ah Ça fait Ben, c'est combien, l'expérience. ça fait combien de temps que vous êtes au Satyre, ouais, Anna? 25 ans Ah oui. avant d'Angers. Et alors, c'est quoi la particularité des vendanges ici? Bon, c'est la fête. Ah, on mange bien, j'entends derrière moi. C'est la fête, on a une belle équipe, on s'amuse. Ouais. On travaille, mais on s'amuse. Et alors, vous venez ici donc chaque année depuis 25 ans, et puis vous travaillez aussi à côté dans d'autres, enfin vous faites des vendanges aussi dans d'autres. Si. Moi, j'ai jamais fait d'autres vendanges, seulement au Satyre. Bon, et comment est l'équipe alors? Elle est très belle. Ouais. Elle est fantastique. Et Noémie? Mamie, elle est fantastique. Noé, il est super. Thomas, il est un chef qu'on pourrait pas changer de mieux. Et voilà. Joseph, il est l'Italien qui nous regarde aux vignes. Il est C'est le parfait. responsable de l'équipe, hein. Ouais.
D'accord. Et là, il s'est caché en plus. Et il est là-bas, voilà, il vient de partir. Mais alors, j'ai posé une question. Bonjour. Alors, c'est quoi votre prénom? Jérôme. Alors, Jérôme, vous venez ici aussi chaque année? Ah oui, ça fait 15 ans oui, que je le porte. Je suis porteur. Différent. Ah, alors porteur de... Brande. Alors, une brande? Oui, je suis un des meilleurs brandeurs au-dessus de gland. Voilà, si ça peut la prendre. Non, montrez-moi, mettez-la sur le dos, montrez-moi comment ça fonctionne cette histoire. Parce que, bon, là, ça y est, on a fini, on a récolté le raisin. Mais en gros, c'est quoi un brandeur? Alors, on passe dans les rangs. Les cueilleurs, une fois que leur panier est plein, le mettent dans la brande et nous, on l'emmène jusqu'au tracteur, tout simplement. Et après, il faut faire un petit mouvement quand même. Un petit mouvement, oui, c'est un hippon en fait. Hop, au judo. Voilà, comme au judo, pour déverser le raisin. Bon, bah bravo à tout le monde qui travaille. Merci à tout le monde. Bon appétit quand même, peut-être. Ah, il y a le monsieur au chapeau qui veut me dire un mot. C'est quoi, vous, en Suisse? Vous avez changé la langue On doit française? attendre 5 minutes. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que c'est? Les interviews. Ah, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quoi? Non, mais c'est vrai que c'est. Ouais, pour un journaliste, c'est dommage. En plus. Dans la vendangeur, en Ouais. plus, ils vous reprennent. C'est quoi la différence? On est dans un domaine très latiniste ici. Hein. Oui. Elle a repris le latin et le vin. Quand même. Alors, c'est quoi votre prénom, cher vendangeur? Ah, moi, je suis Pierre. Alors, bonjour Pierre. Pierre, je voulais savoir justement quelle est la différence, parce que vous travaillez aussi en France, on l'aura compris, dans les vignes en France. Et on vient ici travailler pour d'autres Mais surtout, enfants qui nous apprennent le boulot de façon biologique. Et c'est quoi la différence entre les vignes en France et les vignes ici sur la côte? Eh ben, je crois qu'on est à 10% de rendement financier par rapport à vous. Quand vous vendez votre raisin 4 francs, on le vend 50 centimes. Donc ici, ça. Et puis, le raisin, il a meilleur goût ici? Pas trop joli. Il est pas mal. Il n'est pas français, mais il est pas mal. Bon, eh ben merci tout le monde. Alors, merci Noémie aussi, mais je vais aller, voilà, on va aller me coacher aussi. Jean-Paul, voilà, il est là. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Bon alors, vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici au Satyre? Au Satyre, eh bien, ça fait 2 décennies, et demie. Enfin. Ah oui, donc ça fait plus de 20 ans quand même. Bon alors, ça fait plus de 20 ans que vous vendangez ici. Vous allez me coacher, vous allez me montrer comment on ramasse du raisin? Si vous voulez, ouais. Eh ben c'est parti. Bon bah alors à tout à l'heure, Andrea, j'enfile des gants, je prends un sécateur et je m'y mets. Allez, c'est parti au boulot, Alexandre. Merci beaucoup. Et quant à nous, on fait la fête et bien on célèbre ces vendanges. Avec vous, Isabelle Guignette-Timothée, Guillaume, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. La fête de la vigne qui est de retour à Nyon. Vous avez vu l'affiche qui vient d'apparaître à l'écran, la 11e édition qui se déroulera les 29 et 30 septembre prochains à Nyon. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Vous faites partie du tout nouveau comité de la fête de la vigne. Vous avez a priori rien à voir avec le vin, c'est ce qui est fascinant. Mais bon, tout le monde aime le vin, ça peut se comprendre. Isabelle, pourquoi ce nouveau comité? On sait que ça a été une transition justement entre l'ancienne et la nouvelle génération, on va l'appeler comme ça. Exactement. Alors cette année, on fait la 11e édition, mais l'année dernière, pour la 10e, en fait, l'ancien comité avait préparé le coup et avait déjà sollicité quelques nouvelles personnes. Il faut savoir que dans l'ancien comité, il y avait quand même Timothy et 2 autres personnes, dont Sophie Imbert et Sébastien Despons. Et en fait, ils ont fait appel à notre président, Didier Denerea, qui était aussi président de la Fédération des jeunesses du district de Nyon, pour tenir un bar. Et l'ambiance était telle qu'en fait, les anciens se sont dit c'est peut-être la bonne personne pour trouver la relève, et il a mandaté les autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 8 nouveaux membres au sein du comité. Ouais, Sophie Imbert, qu'on connaît bien également dans la région et qui a elle-même un domaine. Timothy, justement, avec ce nouveau comité, quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que vous voulez en faire de cette fête de la vigne qui est une tradition chez nous, qu'on connaît bien? Le but de cette fête de la vigne, c'est de faire la continuité. Parce que son nouveau comité serait peut-être arrêté. Et c'est quand même un événement à l'automne qui est assez important dans la région lyonnaise. On va dire c'est une fête populaire où on fait la vendange de la vigne. Ouais, pourquoi c'est une fête qui vous plaît à vous personnellement? C'est une fête qui touche le terroir et la région de la côte. On travaille avec les vignerons de la région. Et c'est pour la population de la région, donc c'est vraiment une belle... Une belle fête qui met justement nos traditions à l'honneur. Isabelle, je sais qu'il y a des nouveautés pour cette édition, des choses que vous voulez faire un peu différemment. C'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses qui seront similaires aux précédentes années, mais il y a une chose qu'on va aussi ajouter, c'est notamment le bar Le Pétillant, qui sera sur la terrasse du château. Et ce bar-là mettra aussi en avant en fait, les mousseux de nos vignerons présents. Donc il y a 10 vignerons et en fait c'est bien de produire du vin, c'est bien de faire autre chose. On aura aussi du cidre, certains font du cidre ou du jus de pomme, mais on aura aussi du mousseux. Ouais, pour vous, ces traditions, qu'est-ce qu'elles représentent? Quels souvenirs peut-être de vos enfances elles évoquent?
Des souvenirs d'enfance liés à l'alcool? Non, mais les vendanges, personnellement, moi, je sais que quand j'étais petite, j'allais aux vendanges. Enfin, ça te dit quelque chose aussi, peut-être, de notre éducation. Je ne sais pas si vous en avez comme ça des souvenirs, vous, de l'enfance. Alors, mes parents n'ont jamais fait les vendanges, donc moi-même, je ne l'ai pas fait. Mais très rapidement, par amitié avec des personnes qui elles-mêmes étaient fans des vendanges, très rapidement, j'en ai eu fait. Et j'ai plusieurs vignerons amis dans mon entourage et c'est clair que chaque année, je m'amuse à faire les vendanges. C'est vraiment une tradition, on va dire, depuis une dizaine d'années. Ouais. Timothy, on a parlé de ces vignerons de la région. Ils sont évidemment nombreux. Comment vous les choisissez pour cette cuvée de la 11e édition? Alors, les vignerons, c'est Vins de Nyon, région. C'est l'association des vignerons de la région. Puis c'est entre eux, ils décident ceux qui peuvent venir. Il faut savoir que c'est aussi en période de vendange où ils ne peuvent malheureusement pas être tous disponibles. Oui. Mais on a la chance cette année d'en avoir une dizaine. Ils se trouvent entre Founet et Loing. Donc c'est une chance d'avoir une dizaine de vignerons pour cette dégustation. Rendez-vous donc les 29 et 30 septembre du côté de Nyon et au château avec une série et un programme vif et varié que vous pouvez trouver notamment sur le site internet. Timothy, Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous allez rester avec moi juste pour observer Alexandre parce qu'on va lui mettre une petite note, voir s'il vendange bien ou pas. Alexandre, c'est à toi. Allez, au travail. Alors Jean-Paul, un vendangeur, le matériel, c'est quoi? Alors le matériel du vendangeur, tout d'abord, c'est un seau. Un seau par personne. Ouais. Voilà. Ah oui, qu'il faut que je prenne comme ça plutôt. Voilà. Et un sécateur. Bon, magnifique. Voilà. Alors, je l'ouvre. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, c'est un sourire. Ah, un sourire déjà. C'est pas mal. Et ensuite, on va vers le raisin. D'accord. Voilà. Alors, voilà, Noémie va pouvoir se rapprocher de nous. On va essayer. Et puis comme ça, moi, alors, 25 ans de métier quand même, hein, Jean-Paul. Je dirais même un peu plus. Ah ouais, un peu plus. 25 ans. Mais... 25 ans au satire. Ouais, voilà. Au satire. Et à d'autres. Ouais. Bon, et puis la vigne, c'est... Ouais. C'est la vie, en fait. Ah voilà, la vigne, c'est la vie. Alors, comment est-ce qu'on faut savoir bien une chose, c'est que dis-moi. Le ramassage du raisin, oui. Déjà, c'est l'aboutissement d'une année de travail de toute la vigne. Ouais. Hein. Donc, il faut quand même avoir un certain respect pour ramasser ce raisin qui est magnifique cette année. Ouais. Ah ben effectivement, qui est. Donc, on va venir ici. Ouais. On va couper la grappe. D'accord. Regardez. Okay. Elle est propre. Il n'y a pas de pourri, il n'y a pas de donc on la vérifie quand même toujours. On la vérifie un petit peu, hein, juste voilà. de manière à l'habitude, vous voyez. Ça, donc je vais vous laisser faire. Alors, mais on va prendre on prend quelle grappe parce que Jean-Paul, moi je vois du raisin ici, mais si je fouille un peu, je vois du raisin. Alors celui-là, on va pas le prendre. Ah, hein. Celui-là, on va le prendre parce qu'il est trop jeune et puis c'est pas. C'est ce qu'on appelle un agrès, donc on ne prend pas celui-là. Ah, d'accord. Il n'est pas mûr, il n'est pas prêt. Par contre, alors, ici, regarde. On va prendre que jusque-là. Alors, on va prendre ici, grappes, là. Ici, hein, je coupe. Hein. Donc, ah oui, il faut que je mette ma main dessous. Voilà. Et là, je vérifie avec Jean-Paul qui regarde. Ah, il y a un petit peu. Il y a un petit grain un peu pourri là. Ah, on enlève, donc il y a un petit grain pourri. Voilà, on gratte un petit peu. Et puis, voilà, donc il y a aussi. Et puis, donc, on attaque. Ah, bah, allez, on y va. On enlève les feuilles s'il y a des feuilles. D'accord. Bon, Jean-Paul, j'aimerais savoir quand même parce que c'est idéal, là, j'ai l'impression, les conditions là, pour cette semaine, ils annoncent pas de pluie. Ah, c'est l'idéal. Il fait pas trop chaud. Ouais, exactement. C'est parfait pour vous, là. C'est une super année, là. D'ailleurs, depuis quelques années, c'est un petit peu comme ça. Donc, il y a moins maintenant de pluie, moins d'intempéries, quoi. Oui. Sauf cette année, là, comme tout le monde l'a vécu, un peu la sécheresse. Quoi. Ouais. Qui a fait que... Ah, zut, j'en ai une... Bon, alors par contre, Jean-Paul, je me casse le dos, là. Hein. Ah, bah ouais. Alors là, pour ça, il faut vraiment mettre son seau ici, sous la vigne. Et là, on cueille. Vous voyez, vendanger toute la journée, en fait, ça... Mais vraiment, hein. Mais vendanger toute la journée, c'est quoi la bonne position la position, c'est celle-là. Vous voyez? Ah, donc comme ça? Voilà. Mais c'est un peu les jambes. Non, c'est sûrement pas de se mettre comme ça. C'est surtout de rester debout. Ah, de rester debout et de faire les allers-retours et se casser le dos. Voilà. Hop. Et d'avancer. Petit à petit. Enfin, pas petit à petit, mais sûrement. Il y en a encore pas mal. Hein. Bon, alors regarde, Andrea. Je te montre quand même. Hop. Voilà ce qu'on récolte ici au Satire. Donc, sauf erreur, c'est du gamay. Hein. C'est ça qu'on a dit. Ça, c'est du gamay, donc. Bon, voilà. Je continue avec Jean-Paul. Et puis, je souhaite bonne vendange à toute l'équipe de Noémie Graff ici au Satire. Et puis, surtout, à tous les vendangeurs et toutes les vendangeuses qui nous ont regardés pour cette semaine de vendange
qui s'avance merveilleuse. Voilà ce qu'on peut dire, Jean-Paul. Voilà. Merveilleuse. Ouais. Super, merci. Belle journée à toi, Alexandre. En tout cas, tu fais un très beau vendangeur. Isabelle Canaton-Lumer, on a vu, c'est donné de la peine. Clairement, samedi matin pour la vendange de la Duche. Ah bah voilà, le rendez-vous est pris. Isabelle Timothy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Et on ouvre à présent notre page sport en votre compagnie. Eric, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler du volley et de cette nouvelle saison avec notamment les promotions récentes en première ligue pour les hommes, en deuxième ligue pour les femmes et un mouvement junior qui attire toujours plus de monde. Un début de saison, 7 matchs vécus la semaine passée, une victoire de la masculine 3-1, une défaite chez les femmes 3-1. Mais on le disait en introduction, c'est un club aujourd'hui gonflé à bloc. C'est comme ça que vous vous sentez, cet esprit d'équipe? C'est génial. Pour ça, c'est vraiment génial parce que toutes les équipes sont complètes, un mouvement junior qui est dynamique, donc on profite. On les voit là justement à l'image, ces équipes. Ces ambitions pour cette année, c'est lesquelles, Eric? Alors déjà, au niveau de la première ligue hommes, on va viser le maintien. Si on peut, on va chercher à gratter un petit peu plus. La promotion déjà, quand même. Alors tout de suite, une promotion en Ligue B, ça va être costaud, parce qu'on a une équipe relativement jeune. Comme l'a dit le journaliste dans la coach, je suis le papa de l'équipe. Tout le reste, c'est vraiment des jeunes et c'est une équipe dynamique. Au niveau des dames, la deuxième ligue cherche une promotion en première ligue. Donc ils sont montés il y a 2 ans. Et puis là, maintenant, on les sent mûrs et on a une nouvelle coach pour ça. Et c'est vraiment top. C'est toujours le défi avec ces clubs qui sont amateurs, finalement, où il faut conjuguer la vie de famille, la vie professionnelle et aussi l'investissement dans un club. Comment vous faites pour réussir à garder tout le monde? Parce qu'on voit, ça marche chez vous notamment. Le club est toujours très saturé, on va le dire comme ça. Voilà. Le club, depuis 3 ans maintenant, on a dû avancer nos sélections. Malheureusement, on fait beaucoup de déçus. Ça fait 2 ans que j'ai plus de 50 jeunes qui souhaitent rentrer au printemps. Et malheureusement, on peut en garder que 20, 24 à chaque fois parce que nos équipes, en fait, elles sont complètes. Ça veut dire quoi? Qu'il vous manque des places, des salles pour jouer? Des salles, oui et non, mais après, viser trop gros, on risque de faire aussi du moins bon travail. Donc pour le moment, le travail qu'on a mis en place depuis quelques années commence à porter ses fruits. Notamment au niveau de la formation et de la jeunesse. Voilà. Là, c'est un gros travail qui est fait. Et vous ressentez justement les bénéfices après quelques années. Voilà, tout à fait. Donc on a remis en avant le mouvement garçon il y a 4 ans de manière très poussée. Et maintenant, les premiers jeunes sont en première ligue, justement. On a 2 jeunes issus de ce mouvement très récent, d'autres qui étaient déjà là avant et puis qui reviennent. Chez les filles aussi, on a 4-5 filles qui sont montées avec la deuxième ligue, qui, il y a 3 ans, jouaient encore dans les catégories petites. Ouais, Eric, vous faites partie des plus gros clubs du canton. 200 membres, c'est assez fabuleux et impressionnant. On le disait, donc pas de salles d'entraînement supplémentaires parce que vous aimeriez aussi suivre le niveau, les suivre aussi tous ces jeunes. Ça voudrait dire qu'il faudrait aussi plus de coachs, plus de bénévoles. Ça, c'est difficile à trouver aujourd'hui pour vous? Alors, on a eu énormément de chance l'année passée. On a 10 personnes dans le club qui ont décidé de se former pour être entraîneurs. Et pour ça, pour moi, en tant que responsable du mouvement junior, c'est génial parce que j'ai pu avoir 2 entraîneurs par équipe junior et ça permet de faire du meilleur travail. On a mis en place il y a 4 ans maintenant, 3 ans, 2 académies, une académie filles, une académie garçons qui ont des entraînements supplémentaires où là, on s'occupe spécifiquement de la technique. Et c'est moi qui gère ces 2 académies. Et avec des entraîneurs qui viennent, qui donnent un coup de main et les jeunes qui font des allers-retours entre leur équipe propre et l'académie. Ouais, Club de la Côte, donc c'est forcément des joueurs, des jeunes qui viennent de tout le district. À Nyon, la politique parle beaucoup en ce début de saison du sport au féminin, avec plusieurs manifestations aussi. Vous nous parlez de plusieurs filles. Est-ce que c'est important pour vous et comment vous faites justement pour attirer aujourd'hui les jeunes filles? Alors on n'a pas besoin parce qu'elles viennent toutes seules, elles viennent souvent en groupe. Le volley est quand même un sport qui attire plus facilement les filles. Mais justement, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a pu remettre en place ce mouvement junior avec beaucoup de jeunes et beaucoup de garçons en fait, qui sont revenus ces dernières années. On a profité, je dirais, du retour du Covid, un petit peu les derniers JO, et il y a eu aussi un manga qui a fait beaucoup de points positifs, IQ qui est sur Netflix, entre autres. Et voilà, les jeunes sont arrivés en disant je veux faire comme dans IQ, et voilà. En tout cas, longue vie à votre club. Eric Payot, responsable du mouvement junior. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On se réjouit de suivre cette saison en votre compagnie. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.
Pour terminer, et en bref, amatrices et amateurs de vélo, à vos agendas, dimanche 1er octobre aura lieu le tout premier Critérium à Séligny, une fête du vélo géante avec 14 catégories de courses pour petits et grands à partir de 7 ans, avec pour seul mot d'ordre, prendre du plaisir en famille. À noter que l'association Cyclo-Séligny qui organise l'événement est encore à la recherche de bénévoles, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Quant à nous, on fera le bilan de la manifestation lundi sur notre plateau du côté du sport. Et puis demain, une émission spéciale consacrée aux élections et animée par Florian Cavalieri. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle suite de programmes.